Bonsoir, on est presque en fin de journée de cette magnifique émission, forum, partageons l'économie avec la Tribune, l'ESG, toutes les normes environnementales, sociales et de gouvernance qui sont en train de transformer la finance. Et on va se poser une bonne question, je pense. Est-ce que l'entreprise à mission est une bonne réponse face à ce qui peut être considéré comme un crash ou une dérive ou un mauvais fonctionnement éventuellement de ces règles qui sont récentes finalement et qui sont apparues dans le paysage. Une affaire récente qui date depuis le mois de janvier, concerne une grande entreprise qui gère des EHPAD, Orpea, a défrayé la chronique. Il y a un livre qui est sorti d'un journaliste qui s'appelle Victor Castanet, qui s'appelle Les Fossoyeurs, et qui a mis en cause la gestion de cette entreprise. Et ça a provoqué évidemment pas mal d'émoi. Cette entreprise, elle avait un investisseur qui se disait lui-même un des premiers en matière d'ESG, et ça a provoqué évidemment beaucoup de débats. Alors pour en parler, nous avons avec nous Philippe Zawati, qui est le directeur général de Mirova. Donc après ce lancement, vous allez pouvoir nous répondre sur le sujet en particulier d'Orpea. Nous avons, qui arrive sur ce plateau, Sophie Boissard, qui est directrice générale du groupe Korian, qui est également un grand groupe dans le secteur du traitement du grand âge. Et enfin, nous avons Jean Moreau. Bonjour Jean, bonjour, qui est le cofondateur et président du groupe Phoenix, qui travaille notamment dans le sujet du recyclage et qui nous parlera également de ce sujet de l'entreprise à mission et des Bicorp, puisque vous êtes devenu Bicorp. Alors peut-être pour commencer tout de suite dans le vif du sujet, Philippe Zawati, donc vous êtes un des premiers fonds à avoir été pionnier dans ces questions de l'ESG. Vous êtes un des actionnaires importants, principaux de Orpea. Et puis, il s'est passé ce que je viens de raconter. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Et j'allais dire, pour être un peu cash, pourquoi vous n'avez rien vu? Oui, c'est une bonne question. On est actionnaire depuis quasiment une dizaine d'années d'Orpea. On a 4% du capital, donc ce qui faisait de nous, effectivement, ce qui fait de nous un des actionnaires de référence du groupe Orpea. Alors, d'abord, je ne pense pas qu'on ait rien vu. Et je ne pense pas qu'on soit passé à côté des grands problèmes qui structurent ce secteur. Les problématiques d'abord globales, macro, j'allais dire, c'est-à-dire la problématique du vieillissement, les besoins en fait qu'on va avoir et qui vont être croissants dans les années, les décennies à venir, et le rôle du secteur privé pour répondre en partie à ces enjeux. Je pense que Sophie en dira plus sur ce sujet-là tout à l'heure. Mais on n'est pas passé non plus à côté des problématiques qui se posent. Des problématiques de communication avec les familles, des problématiques de gestion des salariés, les problématiques d'intégration progressive de la RSE aussi dans ces secteurs-là. Et sur tous ces sujets-là, on engage avec le groupe Orpea depuis longtemps. Après, bien entendu, on est face à... là, ici, des révélations qui vont très au-delà de ce qu'on pouvait être amené à comprendre et à savoir. Je vais rajouter quand même un point, puisqu'on est là, on dit pas de blabla là aujourd'hui. C'est écrit derrière moi. C'est ça le truc. Alors donc, j'ai le t-shirt, je l'ai pas mis. Puisqu'on dit pas de blabla, je voudrais juste ajouter un point, c'est que je revendique pour la gestion ESG le droit de se tromper. Et je pense qu'il y a une erreur un panneau dans lequel il ne faut pas tomber. Vous savez, quand vous avez un gérant value aujourd'hui et qu'il dit qu'il a des modèles d'analyse financière et qu'il se plante sur une entreprise, vous allez lui dire « Ah, c'est pas bien, vous êtes planté, comment vous réagissez ?» Mais vous n'allez pas remettre en cause la gestion value pour autant. Et c'est ça que je pense qui est très important, c'est que pour l'ESG, on va se tromper quelquefois. On va avoir des informations insuffisantes. On va avoir des entreprises qui ne communiquent pas assez. On va même avoir des entreprises qui vont essayer de nous tromper potentiellement sur ces sujets. Donc le droit à l'erreur existe comme l'affaire Enron. Mais pas comme l'affaire Enron. On peut prendre des exemples. Je parle dans la finance. Oui, mais bien entendu que le droit à l'erreur doit exister parce que sinon, il n'y a pas cette analyse qui va se mettre en place. L'important pour moi, c'est effectivement aussi comment on réagit derrière. Et on va y venir. C'est exactement ça la question. C'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse. On se dit, on est un actionnaire de référence, on prend nos responsabilités. Je pense que la première des choses, c'était ça. On ne sort pas du capital simplement parce que la notation ESG vient de baisser et on décide de sortir. On est un actionnaire de référence, on prend nos responsabilités, on va accompagner, on va essayer de faire en sorte que ce secteur s'améliore. Et cette entreprise en particulier, mais de façon générale ce secteur. C'est pour ça qu'on a décidé d'être proactif et de se dire, on va
tout l'engagement que nous faisions finalement derrière la scène, caché, pas caché volontairement, mais je veux dire, on ne rendait pas public nos engagements. Aujourd'hui, on a décidé de rendre public cet engagement. Le courrier qu'on a envoyé au président d'Orpea en lui disant, voilà, vous avez une opportunité aujourd'hui de devenir société à mission. C'est pas la panacée, mais nous, en tant qu'actionnaire, c'est ce qu'on va vous demander pour commencer, de façon à s'assurer que vous allez prendre en compte l'opinion, l'avis de l'ensemble de vos parties prenantes. Voilà, donc c'est l'engagement qu'on a décidé de rendre public et de pousser pendant les mois à venir. Rapidement, et on va pouvoir parler également après avec Sophie Boissard du cas de Korian. Pour Orpea, il y a plusieurs sujets. Il y a eu l'interview dans le journal du dimanche, de ce dimanche, de Philippe Charrier, le président, qui a reconnu des erreurs et qui a reconnu qu'il allait agir, notamment avec tout un tas d'actions. Vous, comment est-ce que vous allez vous assurer que cette demande de devenir entreprise à mission devienne une réalité? Ça va changer quoi? En combien de temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça suffit? Encore une fois, ou est-ce que c'est un problème plus global qui concerne également l'État, les financements, etc.? Bien entendu, c'est un problème qui est global. Mais on voit bien que l'une de ces problématiques, c'est de se dire, il y a dans des sociétés de ce type-là qui sont en lien très direct avec l'intérêt général. On ne peut plus gérer ces entreprises-là comme des entreprises capitaliste, je dirais, classique, avec simplement ce reporting qui est fait à la seule partie prenante qui était censée être acceptée d'une certaine façon, qui sont les actionnaires. Aujourd'hui, si on veut, mais même pour des raisons économiques, pour des raisons, je dirais, de résilience, de survie de ces entreprises-là, on doit les gérer de façon différente. On doit intégrer l'ensemble des parties prenantes autour de la table. On doit écouter les salariés, on doit écouter les familles, on doit écouter les... Ça peut rester les entreprises privées cotées ou ça pas? peut rester les entreprises, mais c'est bien toute la problématique. On va y revenir sans doute sur de ce que c'est qu'une entreprise à mission. L'entreprise à mission, c'est pas le refus du monde capitaliste. Au contraire, c'est la modification de ce système-là, en disant attention, le modèle de l'entreprise et du modèle uniquement actionnarial a fait son temps. Aujourd'hui, il faut ouvrir les choses. Il faut écouter d'autres parties prenantes. Il faut considérer que l'entreprise fait partie d'un écosystème et que c'est comme ça qu'elle va survivre et qu'elle va se développer. Et que le secteur privé va pouvoir avoir un apport significatif pour l'intérêt général. Sinon, ces entreprises-là vont disparaître du secteur privé, purement et simplement, parce que précisément, on va avoir des scandales à répétition de ce type-là. Donc non, c'est je crois... non pas le meilleur des mondes, c'est aujourd'hui une évolution, je crois, structurante, et l'entreprise à mission est peut-être simplement un premier élément, un premier pas vers ça, une évolution structurante du modèle capitaliste. Alors Sophie Boissard, vous n'êtes pas dans les livres Les Fossoyeurs, on ne va pas assimiler Orpea et Korian, mais vous êtes présidente d'une très grande entreprise, la plus grande entreprise même européenne, je crois, dans ce secteur. L'impact a été d'abord une émotion énorme, compris chez les salariés, j'imagine, de Korian, sur la responsabilité, sur un sujet qui touche aux familles, au vieillissement, au grand âge. Qu'est-ce que vous avez réagi pour prendre en compte cette nouvelle réalité? C'est-à-dire que ce scandale, il est arrivé en janvier, et vous aviez pris un certain nombre de dispositions pour changer peut-être les choses. Qu'est-ce que vous avez fait? Et est-ce que vous avez annoncé devenir entreprise à mission? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, plusieurs choses. D'abord, merci beaucoup de m'inviter cet après-midi. Je pense que je ne suis pas là du tout pour commenter effectivement la situation d'une entreprise qui, certes, œuvre dans le même secteur d'activité, mais qui a sa spécificité, sa gouvernance et les problèmes, les graves allégations qui ont été reflétées dans le livre Les Fossoyeurs, qui sont largement des choses qui portent aussi sur une culture d'entreprise, sur un fonctionnement d'entreprise. Et donc, je dirais, je ne suis pas du tout bien placée pour en parler. Non, mais il y a une partie qui est en justice. Je parlais du système. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que pour ce qui est d'une entreprise qui, comme Korian, œuvre auprès de personnes âgées, fragiles, de leurs proches, nous avons consubstantiellement une mission d'intérêt général. Peut-être pour d'autres secteurs d'activité, c'est moins évident, mais chez nous, c'est natif. Et je dirais cette question de se dire, est-ce qu'on peut finalement, dans une entreprise qui a ce type de mission, ce type de responsabilité, y compris vis-à-vis des pouvoirs publics et des personnes en situation de fragilité qui s'adressent à nous, est-ce qu'on peut désaligner, en réalité, la qualité de la prise en charge, la qualité durable de la prise en charge et la performance financière ou économique? La réponse est évidemment non.
Et je crois que toutes les questions qui sont aujourd'hui posées, et qu'on retrouve par exemple dans la bouche d'un Larry Fink, dans sa lettre au CEO de 2022, même Larry Président Fink, de BlackRock, le premier qui dit gestionnaire mondial. qu'aujourd'hui, le plus grand, aujourd'hui le plus grand gérant mondial, qui dit à tout CEO confondu, votre performance durable, et ce que moi j'attends de vous en tant qu'actionnaire, c'est que vous aligniez durablement la performance extra-financière, la prise en compte des différentes parties prenantes et l'intérêt des actionnaires. Bon, c'est un peu une espèce de découverte finalement de quelque chose, je dirais, qui était évident pour beaucoup d'acteurs. Mais en tout cas, lorsqu'on est en charge d'une mission d'intérêt général de services essentiels comme les services de santé, je dirais que ça ne se discute même pas. Et nous, dès 2019, en fait, dans le cadre du projet d'entreprise, nous avions défini la raison d'être de l'entreprise, c'est-à-dire soigner et accompagner les personnes fragiles ou âgées et leurs proches, dans le respect de leur dignité, tous les mots ont un sens, dignité, et contribuer à leur qualité de vie. C'était une définition qu'on avait posée après avoir beaucoup entendu, écouté à la fois les représentants des personnes soignées, les associations de patients avec lesquelles on travaille, les salariés, leurs représentants, un certain nombre de parties prenantes externes, et on a défini cette raison d'être. Ensuite, on a défini un certain nombre d'engagements sur 2019-2023, donc une feuille de route en termes de qualité des soins, de qualité d'accompagnement, en termes de dialogue avec les personnes prises en charge et leurs représentants, les conseils de famille, vis-à-vis des salariés, vis-à-vis de la collectivité. Comment est-ce qu'on peut davantage être force de proposition, contribuer à travers notre fondation, des actions de mécénat, vis-à-vis des territoires, puisqu'on est un très gros employeur, 60 000 personnes, présents dans 700 bassins de vie à travers l'Europe, et puis vis-à-vis aussi de la planète, pour faire notre travail, je dirais, en termes de réduction de l'empreinte carbone. Aujourd'hui, je dirais que le scandale des fossoyeurs n'a fait finalement que rendre plus aiguë encore la prise de conscience que il fallait qu'on rétablisse un équilibre, je vais y revenir. Le chemin qu'on va faire, on se donne 1 an pour ça, c'est de passer d'une raison d'être qui est finalement aujourd'hui proclamée, qui nous engage moralement, à une raison d'être qui sera dans nos statuts, donc qui sera soumise à notre Assemblée générale en 2023, et qui sera assortie d'engagements très concrets et qu'on veut pouvoir vraiment aligner, je dirais, depuis la personne prise en charge, son proche, jusqu'au plus haut de l'entreprise, pour ancrer dans la durée cet alignement des intérêts, qui est que dans notre métier en tout cas, transiger sur la qualité des soins, transiger sur l'éthique et sur les valeurs de chacun d'entre nous dans l'entreprise, c'est d'une certaine manière entailler et affaiblir la capacité de l'entreprise à servir sa mission et donc à assurer sa performance dans la durée. Et l'entreprise à mission, si vous me permettez, pour moi, je sais bien qu'il y a cette question, no more blabla, enfin, est-ce qu'on c'est pas un certificat de virginité ou de moralité. Qu'est-ce que ça change au quotidien ? J'emploie un mot quand même, parce qu'il a été employé dans l'affaire Orpea, c'est le mot de maltraitance. Le vrai risque pour les familles, quand on met une personne en situation de vulnérabilité dans un établissement comme l'autre, c'est qu'est-ce qui se passe quand je ne suis pas là ? Et on ne peut pas être là tout le temps. Donc c'est ça la responsabilité en réalité. Et ça nécessite quoi ? Des moyens, des personnels. Et c'est là que la rentabilité peut se heurter, peut-être parfois, à cette réalité. On est en train là d'entrer dans des questions profondes, qui sont celles, effectivement, quel modèle d'affaires pour l'accompagnement de personnes fragiles. Mais bien entendu. Alors, pour moi, d'abord, qu'est-ce que l'entreprise à mission change ? L'entreprise à mission, c'est finalement, d'abord, se donner les moyens de clarté, de confiance, c'est ce que vous dites, et d'alignement dans la durée. Clarté, quand on est aujourd'hui une société à but lucratif, et a fortiori quand on est coté, nous avons des obligations de communication financière, et de plus en plus. Et donc quand on écoute aujourd'hui finalement la communication d'une société, a fortiori cotée, et je pense que c'est aujourd'hui un des problèmes, on entend tout le temps parler de la performance financière, et on n'entend jamais parler, en tout cas pas avec la même clarté, précision, capacité de comparaison, de la performance ou finalement de la performance extra-financière. Parce que
parce qu'on n'a pas du tout le même recul, ni finalement la même précision dans la définition du terme. Pour moi, c'est un des sujets majeurs aujourd'hui d'incompréhension, parce qu'on se dit finalement ces gens ne communiquent que sur leur performance financière, donc il n'y a que ça qui leur importe, ce qui est intrinsèquement faux. Donc clarté, c'est d'abord de se dire, et de manière partagée, pas juste dans un bureau à Paris, qu'est-ce qui est important pour mesurer ce que vous indiquez, ce qui est finalement la qualité de prise en charge, des prises en charge dans les différents métiers de l'entreprise, que ce soit en maison de retraite, que ce soit dans une clinique spécialisée ou que ce soit dans un service à domicile. Clarté. Confiance, c'est exactement ce que vous dites. C'est ensuite que dans la durée, que ce soit les personnes aidées ou aidantes, donc leurs proches, ou que ce soit les salariés, tous les salariés, il y a une véritable confiance sur le fait de se dire « nous avons pris des engagements de qualité » et ça passe dans un certain nombre de cas de figure par les ratios de personnel, par la formation de ces personnels, par des mécanismes aussi d'alerte. Parce qu'encore une fois, dans nos métiers, je dirais des erreurs ou des défauts dans la prise en charge sont toujours possibles. Le point très important, c'est que ces défauts soient connus et qu'il y soit remédié le plus immédiatement possible. Donc pour ça, il faut de la transparence. Donc confiance et une confiance qui est partagée entre les différentes parties prenantes. Est-ce qu'il faut également, si on a une entreprise à mission dans ce secteur, un nouveau rapport public-privé, peut-être aussi un meilleur contrôle du public? Un des procès qui a été fait dans l'affaire en tout cas Orpea, et en tout cas certains débats que vous connaissez, c'est il y a de l'argent public, mais il n'est pas forcément bien contrôlé, bien vérifié. On ne sait pas très bien ce qui se passe dans la boîte noire. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un sujet, sachant qu'il faudra plus d'argent, il y aura plus de vieillissement et besoin d'une meilleure prise en charge? Est-ce que là, dans cette entreprise à mission de service public, d'intérêt général, mais de service quand même au public, il va y avoir des nouvelles règles. Est-ce qu'il faut des nouvelles règles dans les rapports avec également les pouvoirs publics? Mais bien entendu. Dès lors qu'une entreprise bénéficie de dotations publiques, il faut évidemment d'abord qu'elle utilise ces dotations conformément au cadre qui est fixé par le régulateur, qu'elle-même s'assure par ses propres mécanismes de contrôle interne qu'elle en use correctement, et puis que par ailleurs, parce que je dirais l'auto-contrôle, l'auto-certification est indispensable, mais il faut qu'il y ait aussi de la transparence et du contrôle de la part des autorités publiques en charge. Et je dirais, si l'une des conséquences, d'ailleurs ça existe depuis belle lurette dans le champ des activités sanitaires, dans lequel d'abord il y a une certification qualité il y a un contrôle régulier qui est effectué par la haute autorité de santé, donc qui a défini des standards et qui les contrôle très régulièrement et qui d'ailleurs il y a des plans d'action, elle lève les réserves, donc je dirais le dispositif est très structuré et très connu. Et puis évidemment, je dirais un des premiers points qui manquait aujourd'hui dans le système français, ça a été enfin de publier le même référentiel pour la partie médico-sociale, donc pour les maisons de retraite notamment, à l'aune desquels les contrôles qualité vont pouvoir se faire. Ensuite, il faut que des comptes soient rendus, mais un point important, Philippe Mabille, aujourd'hui, les comptes sont rendus. Les comptes sont rendus aux agences régionales de santé avec un certain nombre de pièces justificatives. Et il faut évidemment que ces pièces soient examinées, regardées. Moi, je vous dis pour Korian, la Cour des comptes, les chambres régionales des comptes ont audité de manière extrêmement détaillée. C'est des milliers et des milliers de documents qui ont été transmis, ont audité un échantillon pris au hasard d'établissements dans les 2 dernières années. Et elles ont d'ailleurs publié les rapports de contrôle qui y afféraient. Donc je dirais, il y a des mécanismes de contrôle, il y a des règles. Et donc effectivement, mais comme dans n'importe quelle activité qui bénéficie de financement public, il est normal et il est indispensable que la puissance publique s'assure que les règles soient respectées et que les bénéficiaires de ces dotations soient organisés pour faire leur travail d'autocontrôle. Merci. On va donner la parole quand même à Jean Moreau. À la fois, si vous avez des réactions là-dessus, mais surtout, partagez votre expérience, parce que Bicorp, c'est pas entreprise à mission, enfin, ça y ressemble. Vous êtes devenu, donc vous avez fait une démarche. Est-ce que, si on devait regarder le cas qu'on vient d'évoquer dans ce secteur-là, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, y compris en interne, comme travail? C'est une démarche, c'est un chemin, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. C'est pas une étiquette ou une plaque. Non, c'est ça. Enfin, si on refait un peu le parcours du spectre de l'engagement, il y a les entreprises qui font rien ou pas grand-chose, et qui sont de moins en moins nombreuses. Et comme ça a été dit,
À terme, elles seront privées de talents, de financement, de clients, parce que les consommateurs recherchent des entreprises à impact. Donc ça, là, je les mets de côté. L'étape d'après, c'était celle qui avait commencé à faire de la compensation en créant une direction RSE, une direction de développement durable, en créant une fondation. Et ça, c'est la responsabilité le problème sous le tapis. Des années 80, non, c'était plutôt la logique de main gauche, main droite de compensation. C'est-à-dire que j'envoie du plastique partout dans les océans, mais par ailleurs, j'ai une fondation dotée de 10 millions qui replante des arbres en Amazonie, donc je peux dormir tranquille. Et ça, c'est une logique qui était de 0 à 1, qui était louable dans les années 90-2000, mais qui ne suffit plus aujourd'hui et qui ne tue plus personne. Et donc, l'étape d'après, c'est ce qu'on discute là, c'est entreprise à mission et ou Bicorp, qui sont complémentaires. L'entreprise à mission étant, à mon sens, un peu plus aspirationnelle, plus fédératrice, peut-être plus philosophique ou métaphysique, et Bicorp, c'est quand même très normé, processé à l'américaine, 300 questions, mais peut-être moins aspirationnel, c'est un label, quoi. Alors que l'entreprise à mission, c'est plus co-construit, c'est plus un projet collectif, je trouve. Mais les deux sont complémentaires et les deux sont tout à fait faisables. Et puis, au bout du spectre, dans la logique des gens les plus engagés, les plus militants presque, il y a les entreprises de l'économie sociale et solidaire, de l'ESS, et les entreprises à impact positif qui, comme ça a été dit, ou comme c'est le cas de Phoenix par exemple, ou d'autres, Murphy ou Castelli, ont intrinsèquement un modèle d'affaires qui est positif et où on aligne l'impact extra-financier, l'impact social, l'impact environnemental, avec l'impact économique. Mais ça, ce serait trop radical et ce serait trop une révolution d'exiger un changement 180 degrés. Donc il faut passer par les étapes de la voiture balai à la locomotive de tête, il faut passer par des étapes intermédiaires, et l'entreprise à mission est une très bonne étape intermédiaire, qui est un stade avancé de la RSE, disons. Donc, moi, je suis positif sur ces choses-là. Et puis surtout, ça permet d'embarquer dans la démarche des grands groupes, cotés ou en passe de l'être, qui sortent, ce qui était un peu la faiblesse de ces modèles jusqu'à maintenant, l'ESS, l'économie impact, d'une sorte d'entre-soi qui pèse 8, 9, 10% de l'économie quand on tire tous les chiffres dans tous les sens, en prenant les mutuelles. Un truc de gauchiste barbu, quoi. Pour la caricature, oui, parfois. Et donc, c'était bien. Il fallait montrer que ce modèle était viable, qu'il pouvait grossir. On est content d'avoir des Maïf, d'avoir des Biocop, qui sont des modèles qui sont passés à l'échelle. Biocop, c'est 700 magasins, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur un modèle coopératif. Et c'est une vraie alternative à la distribution traditionnelle. Donc, on a réussi ce 0 à 1. Et maintenant, la question, c'est comment on passe de 10% du PIB à peut-être pas à 50, mais en tout cas à 25-30%. Et pour moi, ça ne pourra passer que par quelque chose de plus ouvert, plus inclusif, qui va chercher des gens qui étaient plus loin de nos bases, quoi. Donc, il faut trouver le juste milieu entre radicalité, exigence et ouverture. Alors, juste, vous êtes président du mouvement Impact, enfin co-président du mouvement Impact France, et peut-être par rapport au sujet dont on vient de parler, est-ce qu'il peut y avoir, parce que là, on voit le modèle, donc côté secteur du vieillissement, avec les limites, effectivement, et les effets d'échelle, parce que c'est des grands groupes, mais est-ce qu'il n'y a pas, on entend beaucoup parler de ça, des exemples qu'on voit à l'étranger, on a beaucoup cité dans les modèles scandinaves, d'autres façons de traiter le grand âge. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau modèle à aller chercher qui ne soit pas forcément celui de la rentabilité? On cherche à conjuguer finalement les contraires. Je ne sais pas si on peut y arriver, j'espère que vous y arriverez, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles à inventer? Non, mais l'idée avec ces labels-là et puis ces nouvelles voies, c'est justement de trouver une voie médiane entre le capitalisme parfois sauvage ou caricatural et de l'autre côté ce que vous avez décrit comme des militants altermondialistes barbus avec un rat sur l'épaule. Et donc cette dichotomie, elle n'a plus de sens. Et il y a des voies médianes, il y a des chemins intermédiaires qui prennent un peu le meilleur des deux mondes, l'efficacité, les outils, les talents, l'ambition, l'attraction du monde privé classique, et puis le petit supplément d'âme de mission, de partage de la valeur, du partage du pouvoir, d'une gouvernance un peu plus éclairée et moins descendante. Et ça vient plutôt effectivement de cette frange plutôt orientée sociale, gauche, d'un néo-capitalisme. Et donc, c'est un mix des deux qui fera qu'on arrivera à surmonter cette crise. Et donc, il ne faut plus opposer les deux, ça n'a plus de sens. Et je pense que la nouvelle génération est en attente de ces nouveaux modèles qui peuvent être une synthèse assez parfaite. Sophie Boissard, est-ce qu'il y a crise quand même de ce secteur du grand âge? Il y a un problème de recrutement, il y a un problème d'attractivité, il y a un problème de rémunération pour ces personnels. Comment est-ce que, au-delà de créer cette société entreprise à mission que vous voulez développer sur un an, comment est-ce que vous pouvez répondre à une crise de vocation pour aller dans un marché dont, enfin, on peut dire que c'est un marché qui va croître de façon importante vu la situation démographique. Alors, Philippe Babi, je crois qu'il faut qu'on se dise tous ensemble que ce qu'il y a devant nous, c'est un mur démographique. Et je ne pense pas qu'on l'ait vu. Aujourd'hui, si on regarde entre maintenant et 2030, les besoins en termes d'accompagnement de personnes fragiles, vieillissantes, de patients chroniques âgés, vont augmenter de 50%. 50%. Ça veut dire qu'il faut recruter... Ça veut dire que ça va coûter 50% de plus? Non, avant de dire combien ça va coûter, je pense qu'il faut d'abord se dire en termes de moyens humains. Ça veut dire qu'il faut augmenter le nombre de soignants
au sens large, c'est-à-dire des infirmiers, des rééducateurs, c'est-à-dire des aides-soignants, des auxiliaires de vie, de 50%. C'est-à-dire recruter 400 000 personnes au moins. Ça, c'est réaliste pour ou la c'est France. pas possible? Mais bien sûr que c'est réaliste. Bien sûr que c'est réaliste. Et aujourd'hui, c'est effectivement, en sortie de crise Covid, quelle est la situation? La situation, c'est d'abord que les marchés du travail, et en particulier l'intensité d'accompagnement en soins, en prise en charge, ont été bouleversés et fortement sollicités dans les 2 dernières années. Avec beaucoup de gens qui ont quitté aussi. Oui, mais aussi beaucoup de gens qui sont venus à ça, des gens qui se sont, on ne dit pas assez à quel point les soignants ont été exceptionnels, n'ont pas compté leur temps, n'ont pas ménagé leurs efforts, ont été d'un courage incroyable. Je crois qu'il faut quand même tous se redire ça. Et en sortie de crise aujourd'hui, on voit que les besoins, on est rentré dans cette phase que l'on savait venir et qui est en train aujourd'hui de s'accélérer avec des besoins, en particulier en matière d'accompagnement des maladies chroniques qui ont fortement augmenté en sortie de Covid. Et donc c'est un plan de métier qui est à construire, sur lesquels les entreprises, les acteurs de ce secteur, tous secteurs confondus d'ailleurs, quel que soit le statut, ont évidemment un rôle à jouer, mais dans lequel on ne peut pas répondre à l'échelle sans un pacte, un véritable pacte entre les pouvoirs publics, et en particulier ceux qui ont le pouvoir de décerner ces diplômes de personnel soignant, et les opérateurs et les acteurs. Donc pour moi, le sujet du grand âge, il est d'abord humain à tout point de vue. Il est humain du point de vue de la dignité, de la qualité de l'accompagnement qu'on propose, avec une attente légitime de chacun d'entre nous de vieillir à domicile. Et c'est normal, c'est légitime, c'est important qu'on puisse répondre à cela. Mais il y a un certain nombre de constellations dans lesquelles on ne peut pas 100% rester à domicile. On a besoin d'un accompagnement spécialisé, d'une structure qui vienne relayer les aidants ou qui vienne prendre la suite lorsque la situation de santé ne le permet pas. Et il faut des moyens humains en nombre suffisant. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on forme chaque année 35 000 aides-soignants en France et 36 000 infirmiers. En plus, pendant les 2 années de Covid, on n'a pas complètement fait le plan. Moi, je pense qu'il faut doubler. Donc ça veut dire passer de 70 000 diplômes décernés chaque année à probablement quelque chose comme 150 000. Et il faut offrir, on n'a pas l'alternance aujourd'hui dans ce secteur. On est encore exclusivement ou très 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 largement, à part pour les aides-soignants, dans un modèle qui repose uniquement sur un modèle universitaire de formation initiale. Il faut ouvrir l'alternance tous azimuts, il faut permettre aux aides-soignants de s'engager dans des diplômes infirmiers, il faut démultiplier aujourd'hui les conditions d'accès à ces métiers qui sont des métiers de sens, qui sont des métiers très exigeants, qui peuvent être des métiers fatigants, mais qui ont aussi une dimension profondément vocationnelle à laquelle on peut avoir envie de venir plus tard, en ayant une première partie de carrière. Et donc, cet enjeu-là, il repose évidemment sur les grands employeurs du secteur, donc on a un rôle majeur à jouer. Il repose sur nos organisations professionnelles. Il faut qu'on propose effectivement des développements de carrière, des parcours de promotion professionnelle que vraiment les métiers du soin peuvent offrir. Et il repose aussi sur un pacte à l'échelle en tout cas de la nation en France, pour être capable de répondre en nombre et en qualité à ces besoins d'accompagnement. Une chose est sûre, c'est un sujet dont on va continuer à parler. Philippe Zaouati, peut-être pour terminer sur ce tour de table, qu'est-ce que vous attendez, vous, maintenant, vous êtes toujours actionnaire, vous vous dites qu'il va y avoir moins de rendement, vous êtes prêt à accepter finalement de renoncer à une forme de finance un peu plus frugale parce que c'est un secteur, vous l'avez dit, qui n'est pas forcément mauvais, ou alors c'est pas incompatible, et donc vous attendez un relèvement de la note ESG d'Orpea pour... Bien entendu, on pense que c'est pas incompatible et on reste des investisseurs, mais je crois que ce qui vient d'être dit montre à quel point c'est impossible pour un investisseur responsable aujourd'hui de ne pas s'intéresser à ce secteur-là. On est face à un enjeu absolument considérable et donc on ne peut pas juste se dire le vieillissement, il y a des problèmes dans les EHPAD et donc j'élimine, je ne regarde pas ce sujet-là. Au contraire, je crois qu'on a la responsabilité d'accélérer les investissements dans ce secteur et de faire en sorte qu'effectivement la gestion de ce secteur soit de plus en plus efficace. Mais donc il faut rétablir la confiance. Mais il faut rétablir la confiance, bien entendu. Et c'est de ça dont on vient de parler. Non, c'est là qu'on parlait du rôle de l'État. Je pense que c'est là que l'État peut aider. Je pense qu'il manque une boussole claire pour les consommateurs. Parce que nous-mêmes, en tant qu'experts, parfois on se perd entre les big corps, les ESS, les entreprises à mission, les entreprises responsables. S'il y avait une sorte d'impact score à la façon du Nutri-Score ou sur les sites internet, on voyait très clairement la façon de gérer de ces entreprises. Les consommateurs, in fine, ou les décisionnaires pourraient prendre les bonnes décisions d'achat et donc les entreprises
se mettrait aussi dans l'ordre, parce que si on arrête d'acheter ces prestations, les entreprises vont forcément s'aligner derrière. Donc voilà, il faut une boussole claire pour simplifier et rendre accessibles ces différents niveaux d'engagement. Sophie Boissard, est-ce qu'il y a encore de la maltraitance aujourd'hui dans des établissements de personnes âgées, à votre avis ? Non, il y a pas de je pense qu'il faut qu'on distingue bien deux choses. Il n'y a pas aujourd'hui, bien entendu que... Pas de volonté d'eux, j'ai dit. Est-ce qu'il y a une situation aujourd'hui qui nécessite qu'on aille regarder dans l'immense majorité aujourd'hui des établissements ou des structures qui accueillent et qui accompagnent les personnes âgées, il y a énormément de dévouement, de professionnalisme, de présence. Il y a des situations effectivement individuelles, ponctuelles qui peuvent... Dans certains établissements ou dans certaines constellations, ou dans certaines... Mais l'immense majorité du secteur, des structures qui accompagnent aujourd'hui, sont portées, animées par des personnes qui sont d'un engagement et d'un dévouement absolument remarquable. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on se dise profondément. Il faut soutenir cela, vous l'avez dit. Il faut être très exigeant sur la qualité et surtout sur la transparence. Il faut continuer à développer cette culture aussi du jeudi, quand ça ne va pas, et je corrige et je progresse. Et il faut qu'on le regarde aussi plus largement, cet enjeu social majeur de l'isolement. Est-ce qu'on parle aujourd'hui des situations d'isolement absolu, de délaissement que peuvent rencontrer certaines personnes à domicile ? Est-ce qu'on en parle ? On n'en parle pas. Et je pense aujourd'hui que mettre le sujet du grand âge au cœur même de nos préoccupations, c'est probablement à cet aune-là que l'on peut juger finalement de l'humanité et de la cohésion d'une société. Et c'est finalement la voie qui nous est proposée collectivement d'emprunter là dans la décennie qui vient. Bien, mais merci à tous les trois d'être venus nous parler sans blablabla et sans bullshit. Je crois qu'on a été assez direct, même si on n'est pas rentré dans le fond d'un sujet qui est très complexe, mais dont on n'a pas fini de parler. Merci encore. Merci à vous. Merci beaucoup.